Alors bonjour, mon nom est Liliane Sans-Façon, je suis lectrice pour Lire à tout âge. C'est pas la première fois que je fais des séances de lecture virtuelle. Alors ça me fait encore plaisir aujourd'hui de vous offrir une lecture virtuelle. Aujourd'hui, les textes que j'ai choisis vont nous faire voyager un petit peu dans le temps. Alors des fois, c'est des histoires vécues, à d'autres moments, c'est des contes ou des fables. Alors, je vous souhaite une très belle écoute. Comme première lecture, je vous propose un article paru dans la presse récemment et c'est un portrait de quelqu'un que vous connaissez sûrement et que vous avez vu à la télévision. Alors, c'est un article du journaliste André Duchesne dans la presse et qui s'intitule André Champagne, l'interprète de Donalda s'éteint. Alors, voici. La comédienne André Champagne, identifiée pour toujours au personnage de Donalda, épouse malheureuse de Séraphin dans le téléroman Les belles histoires des pays d'en haut à Radio-Canada, est décédée le 5 juin dernier. Elle avait 80 ans. Par-delà son personnage de Donalda et son travail de comédienne, André Champagne a rempli plusieurs autres rôles au cours de sa longue carrière. Politicienne, fondatrice d'une agence de casting, pianiste, administratrice et animatrice. Au cours de son passage à l'Union des artistes, dont elle a été la vice-présidente et la secrétaire générale, elle a piloté le dossier de la création du Chez nous des artistes, une résidence accueillant des comédiens, des chanteurs et des techniciens qui sont retraités. Elle a aussi consacré 18 ans de sa vie à la carrière politique, d'abord comme députée conservatrice, puis brièvement comme ministre de la Jeunesse. Elle a ensuite été nommée sénatrice de 2005 à 2014, un poste qu'elle a visiblement adoré. Donalda. André Champagne est mascoutaine. Elle naît le 17 juillet 1939, moins de 7 semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale, à Saint-Hyacinthe, ville qu'elle représentera 45 ans plus tard à la Chambre des communes, après son élection à titre de députée de la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Dans son adolescence, elle étudie à l'Institut Notre-Dame de Lorette de Saint-Hyacinthe, d'où elle ressort avec un diplôme en lettres. Elle décroche aussi un brevet en enseignement du piano. Poussée par sa mère, qui voit en elle déjà une artiste, elle suit également des cours de danse et de diction. Dans ce dernier cas, la diction, elle a eu des cours, sa formation va durer de l'âge de 4 ans à 16 ans. Elle a donc eu 12 ans de formation en diction. Alors, on peut comprendre pourquoi cette personne-là parlait si bien le français. C'est sa propre mère qui lui enseigne ses premiers monologues, dit-elle, et 2 professeurs par la suite, une dame Piquette à Saint-Hyacinthe et madame Jean-Louis Audette à Montréal, lui donneront aussi des cours. Dès son arrivée à Montréal, tout va à la vitesse grand V. On est en 1956, et Henri Norbert, un comédien québécois qui est né en France, qui enseigne à plusieurs jeunes, dont des gens que vous connaissez, Gilles Pelletier et M. Edgar Fruitier, l'envoie passer des auditions générales à Radio-Canada. Le comédien Paul Hébert, un monsieur de Québec, ça, l'embauche alors pour un premier rôle dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare, qui est jouée au Théâtre d'été de Sainte-Adèle. Durant la même période, elle décroche le rôle de sa vie. Donalda Laloge dans Les belles histoires des pays d'en haut, dont le tout premier épisode est diffusé le 8 octobre 1956 sur les ondes de Radio-Canada. Elle a alors 17 ans et c'est la consécration. Au fil des 14 saisons, l'émission se termine en 1970. Les téléspectateurs passeront par toutes les émotions face à la vie malheureuse de cette pauvre femme maltraitée par son mari à Carrière, interprétée par M. Jean-Pierre Masson. Les spectateurs sont si attachés à elle qu'ils lui écrivent de nombreuses lettres. Certains, ne faisant pas la différence entre la fiction et la réalité, lui envoient même des cadeaux et des colis de toutes sortes. En 1961, sa popularité lui permet de remporter le titre de Miss Radio-Télévision du Gala des artistes. Si le rôle de Donalda est au cœur de ses activités professionnelles, durant la période de 1956 à 1970, Madame Champagne sera aussi associée à Expo 67 à Montréal. On s'en souvient. Elle y sera hôtesse des cérémonies d'ouverture, en plus d'être narratrice de l'émission hebdomadaire Visite à l'Expo sur les ondes de Radio-Canada. Elle résume son travail de narratrice ainsi. Le but de cette émission était de faire visiter l'Expo à ceux qui ne le pouvaient pas
ou encore de donner un supplément d'information à ceux qui s'y rendaient. De la construction de l'expo à la visite de nombreux pavillons, en passant par la ronde et autres attractions, nous emmenions l'expo dans le salon des téléspectateurs. Après la fin du téléroman, la carrière de Madame Champagne a ralenti. Les rôles se font plus rares, au point que la comédienne va jusqu'à se teindre les cheveux pour prendre ses distances du personnage de Donalda. Les gens l'associaient beaucoup trop à ce personnage-là. On la voit alors dans 3 fictions, Les Bergers, Les As et Terre humaine. Elle fait aussi plusieurs publicités, ce qui lui assure un revenu. En 1976, durant les Jeux olympiques de Montréal, la comédienne sera aussi annonceuse en anglais lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques. Le début des années 80 marque son arrivée à l'Union des artistes. Ce passage est souvent associé à la fondation du Chahut des artistes en septembre 1986. Et cette résidence, elle permet à des artistes, parce que c'est pas les artistes ne roulent pas toujours sur l'art, d'avoir un chez eux qui est beaucoup moins dispendieux que dans certaines résidences. André Champagne travaillait aussi à faire reconnaître le statut des artistes et les droits d'auteur. C'est ce qui l'a amené à la vie politique. Le 29 décembre 2017, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a désigné André Champagne parmi les 29 personnes choisies pour recevoir l'Ordre du Canada. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ce texte-là, finalement, c'est que quand Mme Champagne, je n'étais pas au courant, quand Mme Champagne était narratrice pour l'Expo 67 et qu'elle dit qu'elle se rendait dans les salons des gens, pour ceux qui ne pouvaient pas y aller, probablement, alors j'ai fait le parallèle, je me suis dit, c'est un peu ce qu'on fait avec lire à tout âge. Hein? On amène la lecture, lire à tout âge, là où vous êtes. La prochaine lecture, je l'ai prise dans le livre Bouillon de poulet pour les sœurs. Hein? On connaît un peu les bouillons de poulet, il y en a pour les sœurs, pour les âmes, pour l'âme. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une histoire qui nous transporte au Japon après la guerre et ça s'intitule 45 ans et 10 000 kilomètres séparés par 10 000 kilomètres. Alors, voici. L'histoire se déroule après la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de l'occupation américaine au Japon. Ma mère, aînée d'une famille de 3 enfants, avait sacrifié une rare opportunité d'entrer à l'université afin de pourvoir au soutien de la famille en travaillant à 2 emplois, puisque son père malade ne pouvait plus travailler. Elle avait perdu sa mère à l'âge de 12 ans. Non seulement était-elle l'unique source de revenus familial, mais aussi la sœur et la mère de 2 petites filles. Au cœur de toutes ces difficultés, elle était devenue amoureuse d'un soldat américain. C'est l'esprit rempli d'espoir et de détermination qu'elle décida de quitter un Japon déchiré par la guerre pour l'abondance de l'Amérique, qui laissait, à ce moment-là, entrevoir richesse et bonheur pour sa famille et particulièrement pour ses 2 petites sœurs. On sait que souvent les gens qui émigrent en profitent pour avoir un travail ici et font parvenir de l'argent dans leur famille. On imagine que c'est ce qu'elle pensait faire, ces dames-là. Mais la réalité américaine fut tout autre que celle espérée pour ma mère. En fait, l'homme qu'elle avait épousé était un alcoolique sévère. La survie de cette femme et sa détermination à subvenir aux besoins de ses propres enfants égalaient toutes les difficultés qu'elle aurait pu affronter dans son pays natal, le Japon. Et sous une pression constante, ses rêves passèrent progressivement de l'espoir à de longues journées de labeur. Les années s'écoulèrent sans qu'elle envoie une seule lettre au Japon. Plusieurs autres années passèrent et elle devint effrayée à l'idée d'écrire. Elle ne serait pas en mesure de supporter la nouvelle que quelque chose de mauvais soit arrivé aux 2 petites sœurs qu'elle avait laissées derrière elle, et elle ne pouvait pas non plus supporter de leur avouer comment sa vie était devenue misérable. Je me suis souvent demandé qui étaient ces gens de ma famille encore là-bas au Japon. Ma mère n'en parlait jamais et je sentais un espace vide s'installer dans ma vie. Je supposais qu'il était douloureux pour elle de parler de son passé et je décidai de respecter son silence. Il valait mieux ne pas aborder le sujet. Plusieurs années plus tard, j'eus l'occasion de me rendre au Japon dans le cadre d'un projet de 3 mois. Aurais-je le courage d'ouvrir cette boîte de Pandore scellée depuis si longtemps?
Je racontais mon histoire à une charmante famille japonaise qui s'était liée d'amitié avec moi. Ces gens comprirent immédiatement mon besoin d'en savoir davantage sur les parents qui manquaient à ma vie. Et mes nouveaux amis se mirent en tête de retrouver la trace de mes proches, puisqu'il était trop difficile pour moi, en tant qu'étrangère, de le faire seule. Les journées passaient rapidement et je n'avais aucune nouvelle, mais j'avais toujours espoir de rencontrer à tout le moins un des membres de ma famille. 2 jours avant mon départ du Japon, je reçus un appel de Yokiko. Je les ai trouvés, s'exclama-t-elle. Bien sûr, j'étais ravie, mais je crus bon tout de même de demander comment ont-elles réagi. Ma mère avait toujours craint que leurs sentiments pour elle aient été enterrés et qu'elle ne veuille plus rouvrir cette paix. Mais Yokiko me raconta la réaction de la première tante à qui elle avait parlé et qui avait fondu en larmes en apprenant que sa sœur perdue était toujours vivante. Le jour suivant, mes tantes prirent l'autobus pour Tokyo afin de me rencontrer avant mon départ. Elles me serraient contre elles et éclataient de rire chaque fois qu'elles pouvaient reconnaître en moi quelques traits de ma mère. Pas une seule journée ne s'était passée sans qu'elles ne pensent à elle, me dirent-elles. Elles me confièrent qu'elles avaient besoin de fermer la boucle et je leur promis de revenir avec leur grande sœur. À 68 ans, ma mère était devenue une dame plutôt recluse après le décès de son mari. Nous savions toutes deux que le voyage ne serait pas tout repos, mais elle avait promis à ses sœurs au téléphone qu'elle irait les rencontrer au Japon. Dut-elle nager pour s'y rendre? Nous partirions pour le Japon au printemps de l'année suivante, ce qui nous donnerait 6 mois pour nous préparer et économiser pour le voyage d'une vie. Les souvenirs de mon enfance commencèrent à remplir son cœur, de son enfance commencèrent à remplir son cœur et elle me raconta des histoires sur son passé. Ses deux sœurs appelaient toutes les fins de semaine afin de s'assurer que le plan tenait toujours bon. Quant à ma mère, elle se sentait à la fois excitée et anxieuse alors qu'elle réalisait que 45 années s'étaient écoulées depuis le dernier contact avec ses sœurs. En réalité, ces femmes étaient devenues de parfaites étrangères pour elle. Durant le voyage en avion vers Tokyo, ma mère m'avoua que cela faisait exactement 45 ans qu'elle n'avait pas vu le Japon. Lorsque les myriades de lumières de la ville apparurent sous l'avion, ma mère avait le visage pressé contre la vitre, le hublot. Elle avait vu, se souvenait-elle, ces mêmes lumières disparaître dans le lointain 45 ans plus tôt, en se disant que jamais plus elle ne verrait sa terre natale. Je l'observais en silence retenir ses larmes. À l'aéroport de Narita, elle repéra ses sœurs dans la foule et les salua joyeusement. Elles voulurent se moquer de sa gaucherie, mais fondirent plutôt en larmes. Trop émues pour parler, les 3 sœurs se sont regardées l'une l'autre dans le train qui les menait vers Tokyo. Dans la résidence d'Aiko, une de mes tantes, elles commencèrent à parler doucement tout en buvant leur tasse de thé vert. Notre semaine à Tokyo passa rapidement. Les 2 femmes s'occupèrent de nous comme 2 mères poules, nous promenant ici et là, profitant de chaque occasion pour nous initier aux délices culinaires des environs. Il ne fallut pas une longue période d'acclimatation avant que les 3 sœurs ne se comportent de nouveau comme de vraies sœurs, se taquinant, rigolant et échangeant très tard dans la nuit. L'atmosphère se remplit de cette joie inestimable qui réchauffe le cœur de chacune. Personne n'aurait cru qu'elles avaient été séparées pendant les 45 dernières années. Quant à moi, j'ai pris une multitude de photos des 3 sœurs. J'ai vu comment les 45 années perdues avaient été effacées par l'amour qu'elles éprouvaient l'une pour l'autre. Chaque moment passé ensemble était précieux, car nous savions tous que cette rencontre pouvait être la dernière. Ce qui importait, c'est qu'elles étaient revenues de vraies sœurs, des sœurs pour toujours. Elles avaient prouvé que le temps et la distance ne pouvaient altérer leur lien fraternel. Alors, je pense que cette lecture-là nous dit que des fois, on hésite à reprendre contact avec des gens. Ça arrive qu'on a laissé des gens des fois de côté. On ne veut pas reprendre contact. On est mal à l'aise, on est gêné. Ça fait trop longtemps, on ne sait pas comment on va être reçu. Mais cette histoire-là nous dit peut-être que si on a des gens autour de nous avec qui on aimerait reprendre contact, on devrait peut-être le faire. On poursuit avec une fable sur le pardon. C'est un peu en lien avec ce qu'on vient de lire. C'était pas tant le pardon comme quelqu'un qui voulait le retrouver, mais quand même une fable sur le pardon qui est tirée du livre Comment pardonner? Comment pardonner de M. Jean Montbourquette. C'est un Québécois. Il est décédé en 2011, M. Montbourquette. Alors, c'était un oblat, un missionnaire oblat
qui était psychologue aussi et qui a écrit énormément sur le deuil, aimer, perdre et grandir, et qui a écrit aussi sur justement le pardon. Alors, comment pardonner? Une fable, Adèle, Alfred et Adèle. À la frontière d'un petit village tranquille, peuplé de rentiers et de quelques commerçants, se dresse une ferme aux bâtiments fraîchement peints. Elle est quadrillée de champs aux diverses couleurs et encadrée de rigoles bien droites. Voilà la ferme d'Alfred, un homme fier, intègre et peu bavard. Grand, maigre, le menton effilé, le nez aquilin, c'est un grand nez, il est autant respecté que craint par les gens. Il est peu loquace, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est pour prononcer des proverbes sur la valeur du travail ou le sérieux de la vie. Sa femme Adèle a toujours le sourire accueillant et la parole avenante. Les gens se plaisent bien en sa compagnie. C'est une femme tout en rondeur. Adèle souffre silencieusement auprès d'un mari avare de paroles et de tendresse. Elle regrette dans son cœur d'avoir épousé ce gros travailleur qui faisait l'admiration de son défunt père. Certes, Alfred la fait bien vivre et lui est fidèle, mais tout absorbé qu'il est par le travail, il ne lui réserve que peu de temps à elle, pour elle. Un jour, Alfred décide d'écouter sa journée. Au lieu de travailler jusqu'à l'obscurité, il revient plus tôt que prévu à la maison. À sa grande surprise, il surprend Adèle en flagrant délit avec un voisin. L'homme a tôt fait de s'enfuir par la fenêtre, tandis qu'Adèle, désemparée, implore son pardon, le pardon d'Alfred, son mari. Lui reste rigide comme une statue, blanc d'indignation, les lèvres bleues de rage. Il parvient à peine à contenir le flot des émotions qui l'assaillent. De se voir ainsi trompé, ses sentiments vont de l'humiliation à la colère en passant par une peine profonde. Lui qui n'est pas grand parleur, il ne sait que dire, mais il se rend vite compte que le traitement du silence soumet Adèle à une torture plus grande que toute parole ou geste de violence. En fait, c'est ce qu'il fait, il garde le silence. On ne sait trop comment l'affaire d'Adèle s'est répandue au village, mais les mauvaises langues vont bon train. On prédit qu'Alfred va demander la séparation. Mais, déjouant les commérages, voici qu'à la grand-messe du dimanche, Alfred se présente tête haute dans l'allée du milieu en compagnie d'Adèle qui trottine derrière lui. Parfait chrétien, il semble avoir compris le précepte « Pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais la gloire du pardon d'Alfred se nourrit secrètement de la honte d'Adèle. À la maison, Alfred continue de tisonner le feu de sa rancune, faite de mutisme et de regards furtifs. Le mutisme, c'est qu'il ne parle pas, et de regards furtifs pleins de mépris pour son épouse. Cependant, au ciel, on ne se laisse pas berner par les apparences de la vertu. Aussi, on dépêche un ange pour redresser la situation. Toutes les fois qu'Alfred porte son regard dur et sombre sur Adèle, l'ange lui laisse tomber dans le cœur un caillou gros comme un bouton. Alfred ressent chaque fois un pincement qui lui arrache une grimace. Son cœur s'alourdit à un point tel qu'il doit marcher penché et s'étirer péniblement le cou pour mieux voir devant lui. Un jour qu'Alfred est à couper son blé, il aperçoit, appuyé sur la clôture, un personnage lumineux qui lui dit « Alfred, tu sembles bien accablé. » Surpris d'entendre prononcer son nom par un étranger, Alfred lui demande qui il est et de quoi il se mêle. L'ange lui dit « Oui, je sais que tu as été trompé par ta femme et que l'humiliation te torture, mais tu exerces une subtile vengeance qui te déprime toi-même. » Alfred se sent deviné, il baisse la tête et avoue « Je ne peux m'enlever de la tête cette maudite pensée. Comment peut-elle m'avoir trompé, moi, un mari aussi fidèle et généreux? » À ces mots, Alfred fait une grimace de douleur. L'ange lui offre alors de l'aider, et Alfred est convaincu que personne ne pourra le soulager de son poids. Tout puissant que tu puisses être l'étranger, jamais tu pourras effacer ce qui est arrivé. Tu as raison, Alfred. Personne ne peut changer le passé. Mais toi, tu as le pouvoir dès maintenant de le voir différemment. Reconnais ta blessure, accepte ta colère et ton humiliation. Puis, lentement, commence à changer ton regard sur Adèle. Est-elle la seule coupable? Souviens-toi de ton indifférence envers elle. Mets-toi dans ses souliers. Tu as besoin de yeux neufs et magiques pour voir ton malheur sous un nouvel éclairage.
Alfred ne comprend pas vraiment, mais il fait confiance à l'ange. A-t-il le choix de faire autrement avec ce poids brûlant au cœur? Dépourvu de moyens, il demande à son visiteur comment il pourrait modifier son regard. L'ange se met à l'instruire ainsi. Avant de regarder Adèle, détends les plis de ton front, les rides autour de ta bouche et les autres muscles de ton visage. Au lieu de voir en Adèle une femme méchante, regarde l'épouse qui a eu besoin de tendresse. Rappelle-toi avec quelle froideur et dureté tu la traitais. Souviens-toi de sa générosité et de sa chaleur que tu aimais tant au début de tes amours. Pour chaque regard renouvelé envers ton épouse, je t'enlèverai un caillou du cœur. Alfred accepte le marché tout en plaidant sa maladresse naturelle. Petit à petit, lentement, mais non sans effort conscient, il s'applique à regarder Adèle avec des yeux neufs. Sa douleur au cœur s'estompe peu à peu. Adèle semble se transformer à vue d'œil, elle aussi. De femme infidèle, elle redevient la personne douce et aimante qu'il avait connue au printemps de leurs amours. Adèle elle-même ressent le changement. Soulagée, elle retrouve sa bonne humeur, son sourire et sa ronde jovialité. À son tour, Alfred se sent tout changé. Son cœur, en cœur meurtri par le passage des cailloux, se laisse envahir par une profonde tendresse. L'émotion nouvelle qui le submerge lui fait encore peur. Mais, un soir, c'est en pleurant qu'il prend Adèle dans ses bras sans un mot. Le miracle du pardon vient de s'accomplir. Pardon. On poursuit. C'est une fable. On ne poursuit pas, mais c'est une fable. Mais c'est pour nous faire comprendre que souvent, pardonner, c'est moins lourd que de ruminer de la rancœur ou de la haine envers quelqu'un. En guise de quatrième lecture d'un auteur bien connu, M. Gilles Vigneault. Alors, voici L'Acheteur, un conte qui se passe dans le Nord, dans le Grand Nord, on imagine, et qui parle de labeur. L'acheteur. Un jour d'hiver, en arrivant de la cabane à chasse, mon père, content de le dire, déclara qu'il avait rencontré l'acheteur de fourrure, qu'on avait arrêté les chiens pour se saluer et que l'acheteur passerait nous voir à la maison. « J'ai 2 ou 3 queues d'écureuil à vous montrer, » dit mon père. L'acheteur vint effectivement à la maison. Il portait un nom étranger que je ne me rappelle pas. Il s'assit, accepta un verre, et ils causèrent, mon père et lui, de la neige et des poudreries, du mois de mars et du bois abattu. Mais de fourrure, point. Ils se guettaient. Moi, pendant ce temps-là, j'en avais profité pour me glisser dans la salle, c'est-à-dire le salon chez nous, où s'entassaient, presque à ma hauteur, j'avais alors 6 ans, les renards rouges et les argentés, les croisés, les blancs, les noirs et les tout gris, les visons de poils bruns et noirs les plus beaux, les longues loutres à poils très doux et les loups-cerviers, ces gros chats qui jouaient au tigre et sur lesquels tous les trappeurs ont un fait terrible à raconter en rentrant de cabane. Puis, tout en haut de la pile, par-dessus les rats musqués, les belettes si blanches, avec parfois une tache noire comme du jet, pour accentuer encore la neige de leurs robes et aussi les écureuils. Un trappeur n'est pas un homme à faire du sport, et si mon père prenait aussi les belettes et les écureuils, c'est que ça pouvait se vendre. Ils étaient derrière moi, mon père et l'acheteur, et s'estimaient, se jaugeaient, en regardant avec chacun son œil la pile de fourrure imposante. L'acheteur parla le premier. « On peut voir ?» Sans attendre une réponse qui ne venait pas, il se mit à secouer, à mirer, à lustrer le poil des bêtes, à souffler dessus encore sans fin. Cela dura une grosse heure. De temps en temps, il faisait une remarque, une appréciation, un « on » désapprobateur, et jamais ne trouvait d'écho. J'épiais les silences de mon père, et je le sentais traqué, comme une bête. Le piège était un mot qu'il ne fallait pas dire, ou qu'il fallait dire, allez savoir. Quand il eut fini, l'acheteur s'adressa à la pile, et non à mon père, à la pile de fourrure, et déclara, sans sourciller, « Ça vaut pas grand-chose, c'est de valeur, ça aurait été de la belle fourrure, mais cette année, c'est le castor. Vous avez pas de castor? » Mon père ne dit rien.
mais son silence était un vent glacé qui court les plaines à la brunante avec la poudrerie du lendemain. Son silence avait la dureté de la glace des lacs, l'autre bord de la montagne bleue. L'acheteur ajouta pour lui-même, décidé à n'en pas démordre, mais aussi à ne pas moisir d'en place. Bah, je vous donnerais bien 100 piastres pour tout le lot, mais je me demande bien ce que je vais faire avec ça. Alors mon père, qui est l'hospitalité même, le pria poliment de sortir. Ce que l'autre se dépêcha de faire sans même oser s'excuser, tellement il avait hâte de se retrouver ailleurs. Il ne vint pas d'autre acheteur de l'hiver, et tous les soirs, mon père allait dans la salle, notre salon, et se disait: ce qui m'insulte le plus, c'est d'avoir tué toutes ces pauvres bêtes pour rien. Au printemps, il vendit le tout à un marchand d'autre chose, même pas un marchand de fourrure. Il obtenu 250 piastres et s'était donné. Pour ma part, je m'étais habituée à ces bêtes dans la salle, et quand, en revenant de l'école, un bel après-midi d'avril, je vis le coin des fourrures vide, je me mis à pleurer. Alors, c'était une époque difficile à ce moment-là, et le labeur n'était pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais ce qu'on comprend, c'est que le trappeur a quand même conservé sa dignité. C'est un bel exemple. Je termine aujourd'hui avec deux textes de M. Yves Dutheil, auteur, compositeur et chanteur, que vous connaissez peut-être, mais vous connaissez certainement une de ses chansons, qui s'appelle La langue de chez nous. Alors, je ne la chanterai pas, mais c'est une super belle chanson. C'est lui qui a écrit ça. La particularité de ce livre-là, alors, le livre qui s'appelle Ces mots qu'on n'a pas dit. Monsieur Dutheil a voulu mettre dans un livre 96 chansons, probablement qu'il en a écrit peut-être un peu plus, mais 96 chansons, le texte des chansons. Et ce qu'il fait, c'est qu'avant chacune des chansons, il nous dit pourquoi il a écrit cette chanson-là. Qu'est-ce qui l'a amené à écrire telle ou telle chanson? Alors, je vous offre deux textes. Le premier, Le mur de lierre. Et voici pourquoi M. Dutheil a écrit Le mur de lierre. Il nous dit: le lierre mesure le temps en années paisibles. Il est le témoin muet, l'écran de pudeur qui habille d'un manteau vivant la maison et les souvenirs. Alors, le mur de lierre. Il s'est couvert de lierre, le mur de la maison. Il s'est couvert de lierre et dans mon cœur au plus profond. Plus jamais ne repousse l'ortie ni le chardon, la vie devient plus douce et de l'hiver jusqu'aux moissons. Plus jamais ne repousse ni ne repousseront les ronces, ni la mousse, ni le liseron. Mon rêve et mes chimères, c'est faire des chansons, mais mon bonheur sur terre, il est au cœur de ma maison. Plus tendre est la bergère, plus belle est la chanson, plus claire est ma rivière et plus sereine est ma maison. Le bonheur et le lierre s'accrochent à la maison, ni filtre ni sorcière ne nous sépareront. Si l'on bâtit la terre sans cœur et sans passion, il n'en restera guère au fil des jours et des saisons. Il reste de naguère les pierres et les chansons, je n'ai que ma clairière et ton regard pour horizon. Je veux t'aimer bergère, perdre la raison et faire un mur de lierre au mur de pierre de la maison. C'est joli, n'est-ce pas? Et la deuxième et dernière lecture pour aujourd'hui, c'est très particulier. En fait, M. Dutheil a écrit le texte qui s'intitule Les mots qu'on n'a pas dit, et il a écrit ça suite à une interview qu'il entendait à la radio d'une dame, une histoire vraie, et ça l'avait touché énormément. Alors, je vous dis pourquoi il a écrit Les mots qu'on n'a pas dit. D'après une histoire vécue, écrit-il, entendue à la radio. Une jeune femme tombe amoureuse d'un homme. Ils vivent tous les deux une passion exceptionnelle jusqu'au départ du monsieur pour un pays lointain. Il promet d'écrire dès qu'il sera installé pour qu'elle la rejoigne. Elle attend cette lettre chaque jour. Elle l'attendra pendant 40 ans. Un jour, elle refait son appartement et sous le linoléum, en France on dit ça comme ça, c'est sous le prélat, de l'entrée, alors qu'elle refait son appartement, elle trouve la lettre tant espérée, jaunie, que le facteur avait glissée sous la porte 40 ans auparavant.
les mots qu'on n'a pas dit. Dans le fond des tiroirs, il y a des chansons qui dorment et des mots que jamais on n'a dit à personne, qui auraient pu changer le cours d'une existence, mais qui ont préféré rester dans le silence. Des phrases emprisonnées dans des yeux qui s'appellent et que pas un baiser ne referme ou ne scelle. Jamais tous ces mots-là ne sombrent dans l'oubli, ils se changent en regrets, en souvenirs transis. Mais les cendres du feu des mots qu'on n'a pas dit, jamais ne sont vraiment éteintes ou refroidies. Elles se consument encore au cœur de nos mémoires en réchauffant nos nuits d'une lueur d'espoir. Comme du temps qui dort au fond du sablier, mais que l'on garde encore pour ne pas oublier. Aux lettres enrubannées que l'on n'a pas reçues, mais qu'on relit 100 fois pourtant la nuit venue, à tous ces mots d'amour restés dans l'encrier, mais qu'on n'a plus personne à qui pouvoir crier. Dans le fond des tiroirs, il y a des larmes qui sèchent, un portrait du passé qui s'écorne ou s'ébrèche, et la vie, doucement, referme de ses plis ces chemins qui s'ouvraient, mais qu'on n'a pas suivis. Alors voilà pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire la lecture. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une belle fin de journée.